Parmi tous les passionnés d'art, le cinéphile règne en maître dans le royaume de la bêtise. Une bêtise vernie d'une élégante couche de condescendance. Rongé par cet orgueil facile, il coupe toute pensée féconde et préfère s'admirer dans le miroir, comme le bel étalon qu'il pense être, que de s'abandonner dans les œuvres qu'il rencontre. Peut-on d'ailleurs vraiment parler de rencontre quand on ne cherche pas l'autre, mais uniquement son reflet à travers le prisme de la suffisance? Oui, tous les cinéphiles ne sont pas comme ça, je généralise, mais il le faut. Notre attitude à généraliser est celle qui nous élève au-dessus des circonstances. Elle nous aide à comprendre et à théoriser le monde qui nous entoure. Certains se sentiront attaqués au cours de ce podcast, et c'est tant mieux. C'est aussi à eux que je m'adresse. Eux qui généralisent à tout va dès qu'il est question de se hisser au-dessus d'une masse informe pour mieux se réconforter dans le plaisir de l'individualisation. Vous n'êtes pas tout à fait l'individu spécial que vous pensez être. Vous êtes une copie de tous ces originaux modernes, de ces influenceurs virtuels. Vous n'êtes pas non plus cet esprit raffiné que vous admirez tant, et ça tombe bien, car moi non plus. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce premier épisode de Kinologue. Avant tout, il y a à boire et à manger ici. Je vous invite à rentrer dans mon esprit, dans mon flux de pensée, quelques minutes, et à y piocher ce qui vous stimule et vous intéresse. Au moment où j'enregistre ce journal audio, un film récemment sorti en salle polarise l'attention des internautes. Joker, Folie à deux, de Todd Phillips. Le film est extrêmement mal accueilli par le public et la raison de ce tollé général m'interroge beaucoup. Sans dire que le film est une franche réussite artistique, il a au moins pour qualité d'être un terrain riche en réflexion et en méta-réflexion. À la fois métatextuel et très ouvert à un large public, le film de Todd Phillips couvre à la fois un cinéma populaire et un peu plus cérébral. La raison de cette dépréciation auprès du grand public vient probablement du fait qu'il n'a pas pour ambition d'être une suite dans le même esprit de révolte et d'irritation générale que le premier film. Ce film est une tentative de se rattraper, non pas d'effacer le premier épisode, mais de réfléchir sur ce qu'il avait mal entrepris. Le réalisateur considère donc son ancien film comme un film incompris par le public, d'où le côté méta-réflexif et métatextuel. Comme chacun sait, le premier film Joker était une gigantesque réussite commerciale. La figure de ce Joker est devenue instantanément une figure pop culturelle et un signe de révolte populaire au même titre que V de V for Vendetta ou encore des héros de la série de la Casa de Papel. Et c'est de cela dont parlait Joker, cet homme malade dans une société malade qui est devenu une icône malgré lui. Or, que se passe-t-il quand le perdant radical surmonte son isolement, lorsqu'il s'allie à ses semblables, trouvant refuge dans un cercle de perdants dont il n'attend pas seulement qu'ils le comprennent, mais aussi qu'ils lui témoignent son respect, un collectif de gens qui lui ressemblent et qui l'accueillent chaleureusement, et qui ont aussi besoin de lui. Ce groupe de perdants a besoin d'un visage pour se faire entendre, d'un leader potentiel pour justifier leurs actes. L'attentat suicide, ou presque, dans ce cas-ci, représente la forme la plus extrême du terrorisme. Il séduit celui qui se sent complètement perdu, car il permet de réaliser à la fois ses illusions de grandeur et sa haine de lui-même. On ne peut pas vraiment l'accuser de lâcheté, car il fait preuve d'un courage issu du désespoir. Sa réussite réside dans l'impossibilité de le combattre ou de le sanctionner, puisqu'il s'auto-détruit dans le même acte. Cette pensée ne vient pas de moi, mais du poète allemand Hans Magnus Enzensberger. Cependant, elle représente parfaitement le premier film Joker, un loser dépassé par les événements et érigé en modèle à suivre, perdu dans ses illusions de grandeur. Situation cocasse quand on observe la popularité du personnage dans le monde réel. La haine de soi redirigée vers le monde, cela sonne presque comme un sujet dostoïevskien par moments. Mais le film érige maladroitement le personnage d'Arthur Fleck comme un héros, alors qu'il nous répète sans cesse que c'est un monstre de ressentiment, malade et inadapté au monde. Est-ce vraiment cela la figure que vous admirez tant? Un homme bon qu'à se plaindre, qui se pense comme un artiste maudit, et qui tourne son propre échec vers le monde qui l'entoure. Est-ce cela la grande figure de révolte du XXIe siècle? Laissez-moi vous dire que c'est une icône peu honorable. Nous méritons mieux que ça. Quand une société va mal, le premier clown venu est un héros. Et c'est un problème. Sa suite, Joker, Folie à deux, a au moins pour intérêt que de questionner l'incompréhension générale qu'a suscité ce film populaire, en évitant l'écueil d'être une copie carbone. Il est à mon sens injustement attaqué sur certains points, comme le fait que ce soit une comédie musicale, ou que les personnages de Joker et Harley Quinn, ici interprétés par la chanteuse et actrice Lady Gaga, ne soient pas fidèles aux différentes versions des comic books. L'idée qui traverse tout ce film est de faire comprendre au public qu'il avait tort d'aimer ce film de la façon dont il l'a aimé. Cette manière de concevoir un film me rappelle beaucoup Matrix Résurrection, le 4e épisode de la franchise,
qui pointait du doigt une industrie incapable de sortir de la répétition et qui n'a de valeur que dans sa lecture méta. Ces deux suites ne vivent pas d'elles-mêmes en soi, ce sont des réponses. Ce qui n'en fait pas des bons films, mais des œuvres passionnantes si on prend la peine de les recontextualiser. Le public contemporain ne voit dans ce genre de licence, dans la pop culture, qu'une immense peluche bonne à câliner, et il semble impossible de s'y attaquer sans subir des représailles de la part des fans. Que vous ayez apprécié ou non le film n'est pas le sujet. Vous avez votre propre sensibilité et c'est tant mieux. Personne ne peut vous le reprocher. Cultivez-la contre vents et marées, mais ne lui donnez jamais votre confiance absolue. Votre sensibilité est affaire d'intuition. Elle est comme un radar qui capte les ondes à travers votre logiciel d'appréciation. Mais, et si votre programme sensitif était défaillant? Ou du moins pas encore mis à jour. C'est important de faire confiance à son intuition, mais la confiance envers soi-même a ses limites. Il faut parfois essayer de se comprendre, de comprendre ses goûts, de mettre des mots sur ce que l'on pense, et de parfois dépasser son intuition. Précisez votre pensée. Ne restez pas dans un vague paysage abstrait et approximatif. Partez à la rencontre de vous-même à travers les artistes et leurs œuvres. Ils sont là pour ça. N'écoutez pas les prêcheurs de la bonne cinéphilie sur les réseaux sociaux. En êtes-vous vraiment réduit à suivre les conseils d'un influenceur qui se limite à donner son opinion sur un film? Je pense que n'a aucune valeur dans le champ réflexif. Notre première tâche est donc de faire passer cette opinion par un filtre d'esprit critique avant d'en accepter ne serait-ce qu'une infime partie. On peut avoir raison pour de mauvaises raisons. Mais cet avis que vous avez sur un film, provient-il de vous et de votre pure réflexion, ou bien vient-il plutôt d'un mélange de ce que vous avez entendu à son sujet, si vous et vos valeurs coïncident ou non avec sa vision politique, et surtout, si vous trouvez le film confortable ou non. Nous sommes tous influençables, à des degrés plus ou moins différents, mais nous le sommes tous, et nous sommes aussi influencés par des forces changeantes. Ce serait idiot et malhonnête de le renier. Mais luttons contre cette influence d'où qu'elle vienne. Être influençable, c'est être vulnérable face au premier venu. Et je préfère garder ma vulnérabilité pour mes proches, mes amis, et pour moi-même, pas au premier relais d'opinion réchauffée. N'écoutez jamais les esprits adultes rongés par l'aigreur et le raisonnable. Leur représentation du monde est une vision mortifère qui empoisonne l'âme et l'élévation par l'art. Ils n'envisagent la création artistique et la critique que comme un moyen d'imposer leur petite supériorité intellectuelle, ou dans le cas contraire, d'étaler leur fière ignorance comme on étale de la confiture sur une tartine, pour le simple plaisir d'humilier tout ce qui est différent et original. Cependant, il existe une autre forme d'ignorant, une forme bien plus enviable, celui de l'être heureux qui ne sait rien et qui se réjouit de sa condition, non pas car il est idiot et fier de l'être, mais parce qu'il a tout à apprendre ou à réapprendre. Ce type de comportement est à encourager, car il permet de voir le monde avec un œil neuf. Ce renouvellement des perceptions permet d'avoir une approche descriptive et non normative dans les domaines artistiques. Ne soyez pas effrayés par ces thèmes un peu barbares, et prenons une minute pour expliquer cela simplement. L'approche normative, comme son nom l'indique, se fie à une norme. Si un film ne correspond pas à l'idée de ce qu'on peut se faire d'un film, que ce soit par les règles de montage, de jeu actoral, ou de compréhension de l'espace par exemple, alors on peut dire que, objectivement, c'est un film raté. L'approche descriptive, elle, que j'affectionne bien plus, consiste à prendre une œuvre pour ce qu'elle est, un terrain fertile à la créativité et à l'expression personnelle. Pour vous donner un exemple, selon l'approche descriptive, il n'y a pas à proprement parler de langage cinématographique, qui est quelque chose qu'on entend assez souvent. En d'autres termes, il n'y a pas de règle immuable, comme la fameuse règle des 180 degrés. Cette règle consiste à maintenir la continuité du regard ou de l'action à l'écran. Les caméras doivent rester d'un côté d'un axe invisible pour éviter de perdre le spectateur dans l'espace. Dans une approche descriptive, cette règle n'a tout simplement pas de sens. Il faut analyser le film selon son propre langage, selon sa propre grammaire, et non pas en comparaison des autres. Et on touche là le premier grand reproche que l'on peut faire aux apprentis analystes cinéphiles des réseaux sociaux. Ils ne regardent plus ce qui est, mais imaginent ce qui devrait être. Nous avons tous eu droit à ce type de discussion un jour dans notre vie. Vous savez, quand un ami vous dit que tel film aurait dû être comme ça et pas autrement, que lui a la bonne vision des choses. On peut se prêter à ce drôle de jeu, mais tout comme les spéculations, elles n'ont que très peu d'intérêt dans un exercice analytique et critique. Une opinion n'est pas une critique. L'opinion ne vise qu'à expliquer son ressenti et son jugement que l'on porte sur une œuvre. La critique vise à entremêler trois éléments: l'élément narratif, l'élément informatif et l'élément argumentatif. Dans une critique, on examine les aspects techniques, stylistiques et thématiques des œuvres pour en fournir une évaluation détaillée et surtout argumentée. Le critique doit posséder une connaissance approfondie de son domaine d'expertise, que ce soit les œuvres dites classiques ou les œuvres contemporaines. Il y a
évidemment une part d'opinion personnelle dans une critique, mais cela va plus loin que ça. Selon moi, les deux principaux apports qui doivent primer sur tous les autres sont l'honnêteté et l'originalité. À titre personnel, je regarde et j'écoute un certain nombre de vidéos et podcasts étiquetés comme critiques cinéma sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast, mais arrêtons de prendre ces opinions souvent confortables comme des valeurs objectives, valeurs que ces critiques des réseaux sociaux prétendent souvent atteindre. Alors oui, YouTube occupe une grande partie de mon temps. Je regarde ce qui se fait et ce qui se dit. La plateforme est probablement mon réseau social fétiche, et à mes yeux, celui qui s'adapte le mieux pour parler de cinéma. Mais j'attends une nouvelle génération de vidéastes, plus singulière, plus originale, plus stimulante, plus vivante. Aujourd'hui, on se retrouve avec des contenus vides qui empoisonnent nos habitudes de consommation et notre réflexion. On se retrouve de plus en plus désarmé face aux œuvres, au lieu d'enrichir la pensée autour de celles-ci. Les créateurs de contenu se limitent à être des clones qui se répètent, avec toutefois quelques subtilités pour témoigner de leur pseudo-singularité. La photo est comme si, le jeu est comme ça, n'allez pas voir ce film ou bien allez le voir. Et Joker Folia 2 est un symptôme de cette usine à andouilles. Il est mis au même niveau de qualité que les pires navets existants, car le public n'accepte pas d'être remis en question, de réfléchir et de choisir la voie de la justesse. Soyons clairs, c'est un film malade et opportuniste, alors que le premier avait pour lui de n'être qu'opportuniste. Mais la proposition finale ne vaut clairement pas ce dénigrement, en tout cas, pas à ce niveau d'intensité. Et je crois à juste titre, dans ce genre de cas, que les réseaux sociaux et les influenceurs participent grandement au nivellement vers le bas. J'attends une nouvelle génération de vidéastes qui donnera au public ce dont il a besoin, et non pas des créateurs de contenu qui les réconfortent dans leur position confortable et douillette. J'attends une génération qui évitera de répandre toujours les mêmes avis, les mêmes prises de position, les mêmes formules maintes et maintes fois reprises au point de les vider de leur substance. Ce journal audio est une invitation à la réflexion et à la création. Si comme moi, vous ne vous retrouvez plus dans l'offre proposée sur Internet, créez une alternative. Vous êtes cette alternative. Cultivez votre singularité et votre capacité d'analyse. N'ayez pas peur de vous tromper, de partir à la recherche de centaines, voire de milliers d'inconnus dans cette vaste étendue qu'est Internet. Mais je vous en supplie, faites le premier pas si l'idée vous trotte dans la tête. Retenez bien ceci. Il n'est point de bête plus indomptable qu'un esprit libre, libéré des pensées confuses. Merci de votre attention, et à la prochaine.